Originalité de la vie, vendredi 1er avril 2011, organisé en partenariat avec l'École normale supérieure, la Fondation pour la science, l'AIM, le Centre Cavaillès, le CIRFLES, le CEA et Innovaction. Je voulais d'abord remercier Vincent Mignet, enfin les deux Vincent, Vincent Mignet, Vincent Bontemps et Michel Morange pour cette invitation à parler le jour de mon anniversaire. Bon, il faut bien... Non, mais... Non. Mais non, j'ai cherché parce qu'on va parler de l'origine, donc je m'étais dit que c'était une petite allusion. Bon. Toute conférence doit commencer par quelques banalités, et pour ce qui me concerne, je vais respecter cette règle en disant que la question de l'origine est une question que nous nous posons inlassablement. Une question qui est tout sauf originale, mais qui attise notre soif plus que la plupart des autres. À l'évidence, quelque chose de très profond se joue là. Parfois, certaines réponses métaphysiques ou religieuses semblent étancher cette soif. On les juge crédibles, suffisantes, définitives. Mais assez vite, les mêmes questions ressurgissent de façon irrépressible. Elles se déplacent, elles changent de terrain, elles se mélangent les unes avec les autres, nous donnant à comprendre qu'elles portent sur une réalité étrange qui excède tout ce à quoi notre savoir immédiat peut répondre. De quoi cette réalité, l'origine, en amont de toutes les autres, est-elle constituée? Cette réalité qu'on n'approche jamais qu'en termes imprécis, comme si le langage cherchant à l'atteindre se dispersait immanquablement et ratait sa cible. Pourtant, le mot origine possède une définition très simple. L'origine est ce par quoi une chose a commencé. Mais à l'examen, son sens se révèle plus équivoque. Au lieu de désigner une sorte de point crucial, de singularité décisive, de surgissement instantané, d'éclat fécond, l'origine se temporalise, elle s'étale, s'effiloche dans l'histoire et en processus, elle s'épaissit en une succession de phénomènes ou d'événements et perd ainsi de son éclat et de sa pureté. Elle se mélange à d'autres concepts qui tendent à la disperser, à la noyer, voire à la contredire. Si vous ouvrez un dictionnaire, vous découvrez qu'elle s'éparpille en renvois, ressurgit sous d'autres formes, création, cause, commencement, formation, genèse, fondement. Ainsi, nos discours sur l'origine sont-ils toujours ambivalents, commentés par toutes sortes d'autres considérations, de sorte qu'on peut dire que l'appellation d'origine n'est pas très bien contrôlée. Excusez-moi. J'ai oublié qu'on était à l'école normale supérieure. Bon. Heureusement, les philosophes, qui sont des gens utiles, nous aident à clarifier les choses en prenant soin de distinguer deux significations du mot origine. La première signification le mot origine pris dans la première signification désigne la source dynamique de la totalité de tout ce qui existe. L'origine correspond alors à la cause antérieure à toutes les autres, au-delà de laquelle remonter n'a plus de sens. Il s'agit alors d'une origine chronologiquement première et absolument créatrice, par essence distincte de tout ce qu'elle a produit et précédé, qui renvoie à cette réalité autonome, à une réalité autonome absolue, en un mot transcendante. La seconde signification fait de l'origine la cause efficace et historiquement première. La seconde signification fait de l'origine non plus la cause efficace et historiquement première, mais le fondement logiquement premier de tout ce qui existe. Ce fondement est un être particulier, toujours immanent, qui aurait la potentialité de se projeter hors de soi pour s'incarner, de s'excéder pour devenir quelque chose d'autre que lui-même. Ces deux intelligences du mot origine, cause première et fondement logiquement premier, se comprennent très bien lorsqu'on les applique à la question de l'origine du langage, par exemple. Dans le premier cas, on s'intéressera à la forme qu'a pu prendre le premier langage, ancêtre des 6000 langues existant aujourd'hui. Dans le second cas, dans le second sens, on tentera de situer le contexte dans lequel se dessine la faculté de langage chez les humains. Il s'agit bien de deux questions différentes. Cette distinction fondamentale aide à interroger la relation que l'origine de l'univers, par exemple, pourrait entretenir avec l'univers lui-même. S'il s'agit d'une cause première,
une cause qui n'a pas à être elle-même fondée. Dieu est souvent le bon candidat, mais à condition de ne pas s'interroger sur l'origine de Dieu. Alors il faut la penser comme une transcendance effectivement distincte de l'univers lui-même. L'origine de l'univers a besoin d'autre chose que ce qui se trouve dans l'univers pour pouvoir être dite. Ce point de vue est celui des trois monothéismes qui pensent la création en termes absolus, invoquant une origine radicalement distincte de ce qu'elle engendre. Mais s'il s'agit du mot origine pris dans le sens d'un fondement logiquement premier, d'un fondement ontologique, alors elle renvoie plutôt à une entité immanente et non pas transcendante, à une cuisse de Jupiter qui aurait la particularité de rendre compte des autres existences empiriques. Ce point de vue logique et immanent est celui des Grecs, par exemple, qui ont pensé la création comme l'imposition d'une forme à une matière préexistante. La question que je voudrais poser à partir de cette petite analyse est la suivante. Qu'en est-il du travail des scientifiques? À quel type d'origine ont-ils accès? Quel lien établissent-ils entre l'origine d'une chose et la chose elle-même? Et quelle sorte de processus invoquent-ils pour expliquer comment la première peut faire apparaître la seconde? Et je commencerai pour traiter cette question par une remarque. Dès qu'on s'interroge sur le fondement de l'univers, qu'on s'inquiète sérieusement de son origine, on suppose implicitement que l'univers n'a pas en lui-même son propre fondement et qu'il y a lieu par conséquent de la chercher, cette origine, en dehors de lui. La cause du monde serait en somme à l'extérieur du monde, comme le disait Kant, mais si l'origine du monde est hors du monde, cela ne revient-il pas ipso facto à considérer ce monde comme contingent, à penser qu'il aurait pu ne pas être? On voit par là que nous ne pouvons pas échapper à la question de savoir quelle sorte de lien relie dynamiquement l'origine d'une chose et la chose elle-même. Il existe en physique des situations où la réponse à cette question n'est pas très compliquée, notamment lorsque l'origine des choses consiste en une agglomération progressive d'éléments déjà existants. C'est le cas pour les noyaux d'atomes, qui sont tous formés à partir des mêmes ingrédients de base, à savoir des protons et des neutrons. Il existe d'autres cas plus subtils, où l'origine d'une entité physique fait intervenir une autre entité physique. C'est le cas pour la masse des particules élémentaires, dont les physiciens voudraient pouvoir démontrer qu'elle est due à leur interaction avec le champ quantique, avec un champ quantique partout présent dans l'espace. Il existe enfin des situations pour lesquelles l'explication de l'origine passe par l'invocation d'un phénomène d'émergence. Ce pourrait être le cas pour l'espace-temps tel que nous le connaissons. Certaines théories à l'ébauche suggèrent en effet que l'espace-temps pourrait être l'émanation, à une certaine échelle, de phénomènes ne l'impliquant pas à une échelle plus petite. Alors je n'ai pas le temps de revenir sur ces trois aspects, ou plutôt je vais le faire, mais de façon très brève. Si on regarde les processus par lesquels on décrit la formation des atomes, donc l'origine des atomes, eh bien on s'aperçoit que l'explication de leur origine consiste à décrire la façon dont ce qui les a précédés a pu les engendrer, à expliquer les phénomènes physiques successifs dont ils sont l'aboutissement. Donc dans ce cas, le mot origine est synonyme de conclusion. Mais il reste ensuite à dire d'où provient ce dont ils proviennent, à savoir les protons et les neutrons. Et la réponse à cette question est désormais connue grâce aux travaux des physiciens des particules. Les protons et les neutrons sont le résultat de l'association de quarks par paquet de 3 et de gluons dans l'univers primordial. Mais, nouvelle question, d'où sont venus ces particules élémentaires que sont les quarks et les gluons, sans structure interne connue? Là, plus personne ne sait répondre. Les quarks et les gluons n'ont pas d'origine identifiée. S'ils sont nés, c'est sous X. Et donc, la compréhension de l'origine des éléments chimiques finit par buter sur la question de l'origine des objets élémentaires qui les constituent. Le canal historique, soudain, se bouche, et il devient impossible de remonter à la vraie source. En d'autres termes, la nucléosynthèse a besoin pour se fonder d'entités sans origine connue, dont on postule qu'elles étaient présentes dans l'univers dès avant la formation des protons et des neutrons.
Cette démarche inaboutie laisse donc planer comme un voile qui floute les tout premiers commencements des choses matérielles. Maintenant, l'origine de la masse des particules. Comme vous le savez, on apprend à l'école que la masse est une propriété intrinsèque des objets physiques. Une propriété qu'ils possèdent en propre. C'est le cas de le dire, l'électron possède une masse, les quarks possèdent une masse. Et l'idée qui est en train d'être évaluée grâce au collisionneur du CERN, le LHC, consiste à dire que c'est une idée fausse, que les particules en fait n'ont pas de masse, mais qu'elles interagissent avec le vide quantique qui contient un champ quantique, le champ de Higgs, et c'est cette interaction qui engendre la masse apparente des particules. Donc on explique l'origine de la masse, dans ce cas, en invoquant l'existence d'une autre entité physique. Pour les problèmes de temps ou d'espace-temps que j'évoquais, quand on essaie d'unifier physique quantique et relativité générale, on peut être amené à penser l'espace-temps non plus comme une entité primitive, comme c'est le cas dans de nombreuses théories physiques, mais comme une entité secondaire qui émerge à une certaine échelle de processus qui ont lieu à une échelle plus petite et pour lesquels l'espace et le temps ne peuvent pas être définis. Donc dans ces trois exemples que j'ai rapidement évoqués, on voit que l'explication de l'origine d'une entité physique donnée mobilise toujours d'autres entités physiques. La physique ne quitte donc pas le terrain de l'immanence, elle rend compte de l'être par l'être. Mais il y a un exemple où les choses ne sont peut-être pas aussi claires et méritent un examen complémentaire. Il concerne le statut des lois physiques vis-à-vis de l'univers, au sein duquel elles agissent. En effet, dès lors que nous savons que l'univers évolue, tandis que les lois physiques demeurent invariantes, une question se pose à leur sujet. Ces lois physiques procèdent-elles de l'immanence ou de la transcendance? En d'autres termes, sont-elles solidaires de l'univers ou résident-elles hors de lui? On peut aborder ces questions d'une façon très naïve. Imaginons deux électrons, les tout premiers apparus dans l'univers, porteurs de charges électriques de même signe. Ils subissent une force électrique qui a tendance à les éloigner l'un de l'autre, d'autant plus fortement qu'ils sont plus proches. C'est l'une des lois de l'électromagnétisme qui le leur impose. Mais question, comment nos deux électrons connaissent-ils cette loi physique que nous, humains, ne connaissions pas avant d'aller à l'école? Est-elle inscrite depuis leur apparition au fin fond de leur être? L'ont-ils apprise par cœur? Sont-ils capables de la décrypter de loin sur le grand tableau noir de l'univers? Ou obéissent-ils plutôt à des consignes qui proviendraient de l'extérieur du monde? Ou encore entament-ils des négociations avec l'univers pour déterminer ensemble le meilleur comportement pour des particules électriquement chargées? Je pose la question de façon naïve, mais en fait, c'est une question fondamentale qui porte justement sur le statut de l'origine de l'univers. Si l'univers est bel et bien apparu, ces lois physiques étaient-elles déterminées avant sa création? Si la réponse à cette question est positive, pourquoi ne pas dire que les lois physiques ont constitué le berceau de l'univers? Si la réponse est négative, une autre question se pose. Comment l'univers est-il parvenu à fabriquer les lois physiques qui déterminent sa propre évolution et celle de la matière qu'il contient? Ces questions qui interrogent le statut des lois vis-à-vis de l'univers lui-même, les lois sont-elles hors du monde ou font-elles partie du monde, engendrent elles-mêmes d'autres questions. Si c'est la première hypothèse qui est la bonne, comment les lois parviennent-elles à agir au sein de l'univers alors qu'elles lui sont extérieures? Et si elles font intrinsèquement partie de l'univers, qui lui est en évolution, comment parviennent-elles à y demeurer fixes? Auraient-elles un statut spécial qui leur permettrait d'échapper à toute forme d'historicité? Comme le temps de parole est limité à 20 minutes, il est temps de conclure. Et en guise de conclusion, je voudrais m'interroger sur la banalité que j'ai dite en introduction. C'est-à-dire poser la question de savoir pourquoi est-ce que les questions d'origine nous fascinent. Alors évidemment, comme vous le savez tous, les philosophes, les psychanalystes, les anthropologues, les théologiens n'ont pas manqué d'apporter des réponses éclairantes au pourquoi de ce questionnement. L'origine serait une quête infinie, en tout cas sans fin prévisible.
Elle serait le moteur même de notre questionnement, un manque qui nous habite, une carence qui nous définit, une déficience qui nous aiguillonne, une illusion salvatrice. Nous, les humains, serions des animaux métaphysiques, comme disait Schopenhauer, les seuls qui s'interrogent sur l'être en tant qu'être, les seuls pour qui l'être fasse question. Et je voudrais compléter, pour finir, ces réponses par l'argument suivant. Si la question de l'origine est si prenante, si difficile à licencier, c'est aussi parce qu'elle se situe au point de rencontre de deux mouvements opposés de la pensée. Le premier est celui qui incite à considérer que seule la compréhension du passé peut fonder l'intelligibilité du présent. Le second est celui qui dit qu'il n'est possible de comprendre ce qui fut qu'à partir du moment où l'on comprend ce qui est. Une part de l'activité intellectuelle est en effet rétrospective par prédilection. Nous sommes portés à croire que si nous connaissions le vrai commencement de l'univers, c'est-à-dire ses conditions initiales exhaustives, nous connaîtrions ipso facto l'intégralité de son devenir. Le commencement est un Dieu, disait Hegel, l'origine a un parfum de fin des fins. Invoquant une intrication de déterminisme et de causalité, nous jugeons que le sens et le terme de l'histoire sont fixés par son début, et même déjà contenus en lui. Les conditions initiales du Big Bang, entend-on souvent dire, renfermeraient en germe tout le destin de l'univers, et également sa signification. C'est pourquoi l'on voudrait qu'elles soient les plus prestigieuses possibles. Et pareille conception prête implicitement à l'origine des allures de clés essentielles, capables d'ouvrir toutes les serrures qui nous résistent encore. Mais inversement, nous nous plaisons à considérer que les vérités sont nécessairement éternelles. Notre entendement attribue donc à toute affirmation qu'il croit vraie un effet rétroactif. Ou plutôt, pour parler comme Bergson, il lui imprime un mouvement rétrograde qui la projette dans le passé. En parlant d'origine, on feint en effet de se donner le principe d'où viennent les éléments ultérieurs, alors que c'est l'opération inverse qui a lieu. L'ultérieur prétendu se trouve seulement rétrogradé vers un avant qui le conserve et le fige en forme de modèle intemporel. En bref, le retour sur l'origine peut avoir quelque chose de conservatif et de projectif. Négligeant les irréversibles productions de l'historicité, on fait comme si les causes devaient nécessairement ressembler aux effets qu'elles produisent, comme si le passé forcément similaire au présent n'en était qu'un doublon, qu'un reflet temporellement décalé. Si je reprends l'exemple que je citais en préambule de l'origine du langage, le langage nous est présent comme une réalité de fait, et nous nous demandons quel est l'état antérieur, de quel état antérieur il a bien pu provenir, dans l'espoir de nous approcher de l'essence même du langage. Nous construisons à cette fin un récit, une fable ou un mythe destiné à nous faire assister à sa genèse. Mais le succès de cette opération n'est nullement garanti, il est même très douteux. Car ou bien ce récit ressemble trop à la réalité que nous souhaitons engendrer et il ne nous apprend rien, ou bien il en diffère assez pour instituer un écart manifeste et il nous prive alors de référents et pose plus de questions qu'il n'en résout. Si l'on examine tous les discours qui ont été tenus sur le cri, l'onomatopée, le babil, on se rend compte qu'à partir d'eux, nous ne rejoindrons jamais le discours articulé proprement dit. Ou si nous le rejoignons, c'est que nous l'avions déjà subrepticement enfoui dans ses réalités évanescentes. Bref, nous risquons de tourner en rond, puisque nous insérons au sein même de l'origine ce qui en est issu, fabriquant ainsi un joli poisson qui se mord la queue. J'aurais dû dire un poisson d'avril, tiens. La question de l'origine peut avoir quelque chose de fermé, de circulaire, voire de tautologique, qui nous ensorcelle. En se frottant l'un contre l'autre, en se heurtant même comme deux plaques tectoniques, ces deux mouvements de la pensée, celui qui vole vers l'origine et celui qui jaillit d'elle, portent la question de l'origine aux températures les plus élevées qui puissent exister dans nos cerveaux. Nous espérons d'elle qu'elle sature notre connaissance de l'univers, voire qu'elle nous révèle le sens véritable de nos existences, en même temps que nous comptons sur les progrès de nos connaissances pour la résoudre un jour.
L'idée d'origine apparaît ainsi dans toute son ambivalence, tantôt pensée comme le problème fondamental à résoudre, tantôt comme la solution définitive de tous les autres problèmes que nous avons par ailleurs à résoudre. Ce pourquoi, vraisemblablement, elle exerce sur nos esprits une telle aspiration, tenace et toujours déçue, comme vous le constaterez ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Innovaxium, parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant.